Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Brigitte Macron est au cœur d'un scandale depuis qu'elle a insulté des manifestantes féministes. Posséder un compte TikTok peut signer votre arrêt de mort au Pakistan où ce qu'on appelle les crimes d'honneur des féminicides en réalité ont toujours cours. Et puis on jettera un œil à l'actualité des femmes à travers le monde avec Ingrid Terwatt, elle est journaliste à Courrier International et cette nouvelle ère de l'hétérofatalisme, elle vient nous l'expliquer. Harry Habitant peut compter sur le soutien de Brigitte Macron. Alors que des féministes manifestaient à l'extérieur du théâtre où se déroulait son spectacle, la première dame a insulté ces femmes en colère contre l'humoriste accusé de viol. La scène était filmée. Les précisions de Noémie Roche. Filmée dimanche dans les coulisses des Folies Bergères, la vidéo de Brigitte Macron apportant son soutien à l'humoriste Harry Habitant est devenue virale sur Internet. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, avait alors répondu la première dame à l'humoriste qui lui disait avoir peur avant de commencer son spectacle. La veille, 4 militantes féministes du collectif Nous Toutes avaient perturbé la représentation d'Harry Habitant en portant notamment des masques à l'effigie du comédien avec la mention violeur. Accusé de viol en 2021, celui-ci a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel. Mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes qui manifestent régulièrement aux abords des salles où il se produit. Alors l'insulte de Brigitte Macron indigne le collectif. Nous sommes profondément choqués et scandalisés. Les mots utilisés en disent long sur sa vision des choses. Le message politique est extrêmement choquant. De son côté, l'entourage de la première dame assure qu'il ne s'agit que d'une critique de la méthode des militantes, jugée radicale. Une ligne de défense qui a du mal à convaincre, notamment à gauche. Ces propos sont gravissimes et moi je le dis, on ne peut pas dire des choses comme ça. D'autant plus quand on est une première dame, on ne peut pas expliquer que le problème, ce sont les femmes qui dénoncent ce qu'on subit ou ce que disent avoir subi d'autres femmes. Je pense qu'elle devrait présenter ses excuses, dire qu'elle regrette ses propos qui ont dépassé sa pensée et qu'elle devrait s'interroger sur le fond. Ces femmes ont une action radicale, elles dénoncent des violences sexistes et sexuelles. Elles agissent pour faire bouger la société, pour que ces violences n'adviennent plus. Voilà, c'est indigne, c'est sexiste, c'est inacceptable, donc il faut des excuses. Une condamnation partagée par la comédienne Judith Godrèche, qui a elle aussi apporté son soutien au collectif Nous Toutes. Au Pakistan, les crimes d'honneur ne sont pas rares, mais ils prennent une nouvelle dimension à l'ère des réseaux sociaux. Des jeunes femmes ont été victimes de féminicide pour le simple fait de posséder un compte TikTok. Une influenceuse a même été assassinée par un abonné et conduit. C'est un reportage de Shazaïb Wallah et Ondine de Gaulle. Saïba Arslan est influenceuse à Lahore, la deuxième ville du pays. Depuis 8 ans, la jeune femme de 28 ans partage ses vidéos de maquillage, de mode et de chant qu'elle tourne dans son salon de beauté. Elle a 33 000 abonnés sur TikTok. Les réseaux sociaux sont très populaires dans le pays où plus d'un quart des 240 millions de Pakistanais utilisent ces plateformes. Mais dans cette société conservatrice et patriarcale, 40% des femmes disent avoir subi du harcèlement en ligne. Beaucoup pensent que les femmes sur les réseaux sociaux sont vulgaires, voire des prostituées, ou qu'elles ont une mauvaise nature. Certains vont sur leur profil, les traquent, se postent devant leur maison, font du chantage, diffusent leurs images ou créent de faux comptes. De nombreuses filles ont fermé leur compte ou cessé de l'utiliser parce qu'elles ont peur. Saïba prend de nombreuses précautions. Elle enregistre la plupart de ses vidéos chez elle. Au Pakistan, les lieux publics sont largement dominés par les hommes. Quand elle tourne à l'extérieur, elle choisit des endroits peu fréquentés, comme ce parc de son quartier. Je vais seulement dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, pour qu'on ne me juge pas. Les gens font des commentaires désobligeants et se moquent de toi si tu tournes une vidéo en public. Certaines personnes vont même jusqu'à te traquer et te suivre jusqu'à chez toi. Ils pensent que les influenceuses sont des filles faciles, et si on les rejette, ils commencent à nous harceler. En juin dernier, Sana Youssaf, 17 ans et près d'1 million d'abonnés sur TikTok, a été assassinée par l'un d'eux. L'homme dont elle avait repoussé les avances s'est introduit chez elle et l'a abattue. Son père est encore sous le choc.
Ici se trouve le lit de Sana. On peut encore voir des taches de sang. Là, il y a la trace d'un impact de balle. Ici, un autre. Et là, également. Le Pakistan compte plus de 50 millions d'utilisateurs TikTok. C'est le 7e plus grand marché au monde pour l'application. De nombreuses femmes comme Sana y ont trouvé des revenus grâce à la promotion de marques, dans un pays où moins d'un quart des femmes participent à l'économie formelle. Elle nous demandait toujours la permission avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux pour ne pas poster quelque chose qui pourrait lui causer des problèmes. Le Pakistan a une longue histoire de violence contre les influenceuses, mais je ne m'attendais pas à ce que cela nous arrive. Le meurtre de Sana Yousaf a choqué le pays. Son procès est très suivi. Aujourd'hui, le suspect, 22 ans, est convoqué au tribunal où 6 témoins sont entendus par le juge. Il encourt la peine capitale. Mais au Pakistan, le taux de condamnation des violences de genre est dramatiquement bas, moins de 2,5%. Se marier était autrefois une évidence que personne ne remettait en question, mais aujourd'hui, les choses changent et le célibat voulu, désiré, prend de plus en plus d'ampleur un peu partout sur la planète, spécialement dans les pays riches, à tel point que votre journal Courrier International a publié cette édition spéciale, La vie de couple. Non merci. Merci Ingrid Terwatt d'être avec nous pour nous parler de cette édition et notamment de ce titre que vous lui donnez, l'hétérofatalisme. L'hétérofatalisme, qu'est-ce que c'est exactement, Ingrid ? Alors, l'hétérofatalisme ou hétéropessimisme, on voit aussi ce terme fleurir un peu de ci, de là. C'est un ensemble de discours littéraires, journalistiques, universitaires, dans lesquels des personnes hétérosexuelles, principalement des femmes, affirment que l'expérience hétérosexuelle est souvent dysfonctionnelle, décevante ou douloureuse. Grosso modo, c'est un espèce de terme qui sert à désigner un ras-le-bol collectif des femmes qui ne veulent plus relationner, comme on dit maintenant, avec les hommes, parce qu'elles en ont assez et qu'elles ne s'y retrouvent pas. Ce terme hétérofatalisme, on le doit au chercheur Assa Seresine. Ensuite, beaucoup de femmes partout dans le monde l'ont repris à leur compte parce qu'il désigne très bien, selon elles, une vraie tendance mondiale. Du Brésil à la Corée, en passant par la Pologne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, bref, on est vraiment face à la grosse crise du couple. Oui, au point que d'ailleurs The Economist expliquait que d'ici 2050, les femmes de 25 à 44 ans seraient pour la moitié célibataires et sans enfants. En fait, est-ce que ça veut dire que le couple hétérosexuel n'est plus le modèle et que les femmes n'entrent plus en relation avec les hommes, et pour quelles raisons ? En fait, le couple n'est plus central. Il n'a pas disparu. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à être en couple. Mais la centralité du couple n'est plus ce qu'elle est. Et The Economist explique que depuis 2010, dans 26 des 30 pays riches du monde, la proportion de personnes vivant seules a augmenté et qu'aujourd'hui, il y a environ 100 millions de célibataires de plus dans le monde que si la formation des couples avait suivi le rythme normal depuis 2017. En Corée, il y a un phénomène dont on a un petit peu parlé, le phénomène 4B. Il a essaimé un peu partout, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Il s'agit de femmes qui renoncent à vivre avec des hommes. Le couple hétéro reste une option, mais il n'est plus l'horizon obligé, comme c'était le cas jusqu'à très récemment. Dans tous les articles que vous publiez, qui viennent du monde entier et qui datent de plusieurs mois ou semaines, ce qui ressort, c'est que les femmes trouvent que les hommes ne sont plus à la hauteur ou pas à la hauteur. Les femmes, à peu près dans tous ces pays développés, ont un niveau d'études et de qualification et un niveau professionnel qu'elles n'ont jamais eu collectivement par le passé. Donc, on a des femmes beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus indépendantes financièrement, ce qui fait que le mariage n'est plus la garantie nécessaire de la sécurité financière. C'est plus nécessaire, en fait. Dans le même temps, les hommes, en grande majorité, sont perçus comme défaillants
en ce qui concerne le soin, l'écoute. Évidemment, tout ce qui relève de la charge mentale, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui est sphère domestique. Alors, les enfants, le ménage, les courses, etc., etc. Donc, il y a cette défaillance masculine, pointée du doigt, et d'un autre côté, une performance féminine. Et ce qui fait que les demandes des femmes ne correspondent plus à l'offre des hommes. C'est ça, en somme, ce qui se passe. On parle d'hétérofatalisme ou d'hétéropessimisme, mais est-ce qu'il y a des solutions, des choses qui sont quand même positives qu'on pourrait présenter à ce mouvement? Oui, alors, d'abord, on peut ne pas être en couple avec un homme et le vivre très bien. Il y a des façons alternatives de vivre sa vie sentimentale. Et le célibat des femmes n'est plus justement pointé du doigt. On ne parle plus de vieilles filles ou de folles achats, en fait. Justement, maintenant, les jeunes femmes se réapproprient le célibat. Il y a le polyamour, il y a toutes sortes de reconfigurations amoureuses. Et puis, il y a aussi, comme conséquence ou comme solution possible, l'éducation affective et sexuelle à l'école, qui peut apprendre aux petits garçons, qui deviendront ensuite des hommes, les notions de consentement, par exemple, ça c'est très important. L'éducation de façon plus générale, qui peut apprendre la bienveillance, l'écoute, le soin aux garçons. Il y a une question de politique publique, l'alignement des congés parentaux. Et puis, il y a une réponse, qui est celle donnée par Béatrice Frasel dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La réponse à cette crise du couple, c'est l'amitié. Relation souvent sous-valorisée, alors qu'elle est centrale dans nos vies à toutes et à tous. Et elle constate, cette Béatrice Frasel, que les femmes, justement, vivent mieux leur célibat, parce qu'elles ont souvent un tissu amical très, très dense, très développé. Elles peuvent vraiment compter sur leurs amis, alors que les hommes, en cas de coup dur, moins. Et donc, pour vivre mieux entre hommes et femmes, il faut d'abord investir ses amitiés. Et puis, si on ne vit pas mieux entre hommes et femmes, on vivra mieux tout court avec des amis. Ça, c'est aussi un horizon possible du dépassement du couple. Donc, plus de liens, plus d'amour, mais sous forme amicale. Merci beaucoup, Ingrid Terwat, d'être venue nous parler de votre dernier numéro de Courrier International, La vie de couple. Non, merci. Merci, Ingrid. Merci, C'était passionnant à retrouver dans ce numéro. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.